Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les années passent. Jefferson décline doucement. Adams, lui, étonne. Sa santé tient. Sa tête reste vive. À plus de 85 ans, il lit encore, il écrit encore, il s'intéresse à tout. Certains visiteurs ressortent impressionnés. Adams, ce petit homme rondouillard, a l'esprit d'un jeune étudiant et l'expérience d'un sage fatigué. Mais quand même, il sait que sa fin approche. Il l'accepte, sans crainte, mais quand même avec un brin de curiosité, comme un homme qui a traversé tant d'épreuves, tant de tempêtes, tant de responsabilités, qu'il est prêt, enfin, à se reposer. Et puis, arrive la date. Je suis toujours ému quand ça... Désolé, je suis très bon public quand même. Et puis arrive la date, donc la date inimaginable. La date que l'histoire n'aurait même pas osé inventer. Le 4 juillet 1826, c'est un matin chaud, lourd, dans le Massachusetts. John Adams, 90 ans, affaibli, s'éteint doucement. Sa famille est autour de lui. Ses yeux se ferment. Et dans un souffle, il murmure « Thomas Jefferson survives ». Thomas Jefferson survit. Il croit que son ami vit encore et va survivre à eux deux. Il se trompe parce que à Monticello, en Virginie, quelques heures plus tôt, Thomas Jefferson est également mort. Le même jour. Le même 4 juillet, un petit peu chachotte quand même, le même 4 juillet, le jubilé des 50 ans de la déclaration d'indépendance. Mais enfin, faut quand même, on aurait voulu le faire, que ce serait impossible. Deux pères fondateurs, deux ennemis devenus frères s'éteignent presque en même temps sur l'anniversaire du pays qu'ils ont quand même contribué à créer. C'est une fin tellement symbolique, tellement parfaite, qu'elle semble quand même sortie d'un roman. Et elle est totalement vraie, hein. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'escroquerie ou quoi que ce soit. Ce jour-là, l'Amérique comprend quand même quelque chose, que John Adams, qu'on disait terne, rugueux, maladroit, n'était pas seulement l'un des artisans de la Révolution, il en était le cœur moral, celui qui avait mis la loi avant la passion, la justice avant la rage, la paix avant la gloire, et la réconciliation finale avec Jefferson, ce dialogue tardif, magnifique, essentiel, et qui laisse une postérité absolument extraordinaire, devient la preuve ultime que les nations se construisent autant par les conflits que par la capacité de les dépasser, ce qui aujourd'hui nous ferait pas de mal. Je voudrais revenir un instant à l'image d'il y a un instant. Cette scène incroyable où John Adams, à 90 ans, murmure dans son dernier souffle Thomas Jefferson survives. Cette phrase, à elle seule, condense tout ce qu'a été Adams. Un homme hanté par la vérité, obsédé par la justice, attaché aux faits, même si cette fois les faits lui échappaient. Elle dit son humilité aussi, parce que jusqu'à la fin, il pense que l'autre, le brillant, le poète, l'aristocrate, l'auteur révéré, lui survit. Comme si l'histoire appartenait forcément à Jefferson. Sauf que là, cette fois, il se trompait. Et ce retournement, ce petit grain d'erreur dans une vie entière de rectitude, je trouve, donne à sa mort une puissance presque littéraire. C'est un personnage de roman extraordinaire. Deux hommes morts le même jour, le même 4 juillet, le 50e anniversaire de la déclaration d'indépendance, j'insiste, celle qu'ils avaient portée ensemble, chacun à leur manière, celle que Jefferson avait écrite, et qu'Adams avait rendu possible. Ce moment, aussi improbable que réel, est devenu l'un des grands mythes fondateurs des États-Unis parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. Les républiques ne naissent pas de l'unanimité mais du dialogue. Pas de la perfection mais de la confrontation. Pas de héros solitaires mais de duos, de tensions, de frictions, de discussions, mesdames, messieurs. John Adams n'a jamais cherché à être un héros. Il n'a jamais cherché la gloire. Il n'a jamais voulu être aimé. Il voulait être juste, exact, cohérent avec lui-même. Il a défendu des soldats que personne ne voulait défendre. Il a poussé un congrès timide vers l'indépendance. Il a choisi Washington pour un rôle qu'il n'aurait jamais revendiqué. Il a laissé Jefferson écrire un texte qu'il aurait pu signer lui-même. Il a négocié l'avenir de son pays dans des salons européens qui le méprisaient. Il a dirigé la nation au moment le plus fragile et il l'a gardée en vie. Il a perdu des élections, mais jamais sa dignité. Il a réconcilié par lettres ce que la politique avait brisé, et il est mort, encore une fois, le jour anniversaire de la réalisation la plus extraordinaire de sa génération.
Son héritage, c'est pas celui d'un conquérant, ni celui d'un visionnaire flamboyant. C'est l'héritage d'un homme moral. Un homme imparfait, c'est vrai, parfois colérique, effectivement, souvent maladroit, mais d'une intégrité presque inhumaine. Et peut-être que c'est ça, au fond, la grande leçon qu'on peut tirer des ouvrages que j'ai lus, notamment celui de David McCullough, John Adams, tout simplement. Vous pouvez voir d'ailleurs la série qui en a été tirée, qui est remarquable, que la démocratie américaine ne doit pas seulement sa naissance en fait à des génies, mais aussi à des consciences, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, à des hommes capables de dire non quand tout le monde dit oui, à des tempéraments difficiles, oui, mais courageux, à des caractères plus solides que séduisants. C'est pour ça que le destin d'Adams, longtemps oublié, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le connaissent, en tout cas en France, ça c'est sûr, personne ne le connaît, longtemps oublié derrière effectivement Washington, Franklin, Jefferson, reprend peu à peu toute sa place. C'est pour ça qu'il y a eu cette série qui, encore une fois, est remarquable. Vraiment, j'aurais adoré la faire. Mais quel plaisir de la regarder. Parce que notre époque, la nôtre, la vôtre, a terriblement, je trouve, besoin d'hommes et de femmes de cette trempe-là. De gens capables d'être droits quand la foule s'agite, et ça, on peut dire qu'elle s'agite. Fermement honnête quand la politique est en train de devenir un spectacle. Et lucide face aux passions qui brouillent les faits. Alors, si cette histoire vous a captivé, si elle vous a donné envie d'aller plus loin, ouvrez donc le livre, hein. J'en ai lu plusieurs, mais surtout celui de McCullough, qui est vraiment excellent, qui est le mieux écrit, le plus facile à approcher. On a les lettres d'Adams, on a les lettres de Jefferson, vous avez tout ce qu'il faut. Découvrez ce qui était vraiment la naissance d'une nation, sans jeu de mots, et surtout, suivez le fil de cette vie d'homme ordinaire devenu acteur extraordinaire, parce que John Adams nous rappelle ceci, que la grandeur parfois ne fait pas de bruit. Elle agit, elle construit, elle persévère, et un jour, sans prévenir, elle marque l'histoire. Pour terminer, je voulais vous lire une lettre écrite par John à son fils, John Quincy. Mon cher fils, tu entres dans la vie avec des avantages qui seraient une honte pour toi si tu n'en faisais pas bon usage. Tu as des capacités et un esprit, je le sais. Et j'espère que tu as aussi la résolution et la maîtrise de toi-même. Sans ces deux qualités, tes talents ne te serviront guère et ton malheur futur sera à la mesure de tes erreurs. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, d'autres te gouverneront. Tu pars maintenant avec ton père pour un voyage qui te donnera la meilleure occasion de voir le monde, d'apprendre les mœurs et d'observer le caractère des nations. Permets-moi de t'orienter vers un cours d'études qui t'offrira du plaisir et des progrès durant toute ta vie. Il n'existe peut-être pas d'histoire plus divertissante et plus instructive que celle de notre propre pays. Mais j'avoue que la loi, la chair et les conseils de la nation t'appelleront à connaître l'homme et ses passions. Cultive ton intelligence dans ce but, car sans cela tu seras malheureux. Rends-toi maître des lois, des principes de la guerre, de la politique et de la diplomatie. La finalité de l'étude est de faire de toi un homme bon et un citoyen utile. Cela te couvrira d'honneur et il pourra être en ton pouvoir de rendre de grands services à ton pays. Ton père qui t'aime, John Adams. Et vous le savez peut-être, John Quincy Adams deviendra le 6e président des États-Unis d'Amérique de 1825 à 1829, après avoir été l'un des meilleurs ambassadeurs américains du 19e siècle. Il a retenu les leçons de son père, d'un père fondateur. On se retrouve pour les bonus pour, évidemment, les abonnés premium. Et pour nous autres, à la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.